Bonjour à tous, ici Piero San Giorgio. Aujourd'hui, émission exceptionnelle pour parler de l'évolution et de l'histoire des forces armées israéliennes. Sujet qui ne devrait pas être polémique parce que nous allons être factuels, nous serons dans l'histoire. Et pour cela, j'ai l'immense plaisir d'accueillir non pas un, mais deux experts aujourd'hui. Tout d'abord, Laurent Heininger, grand historien et spécialiste de la chose militaire que j'apprécie énormément. Et parce que deux, c'est mieux qu'un, Pierre-Yves Rougeron qui nous apportera aussi son expertise, cette fois dans l'histoire de la politique, l'histoire des institutions, parce que le contexte politique est indissociable du contexte des opérations militaires. Bienvenue à vous deux, bienvenue Laurent, bienvenue Pierre-Yves. Merci, bonjour à toi. Merci Pierrot. Alors je commence par la première question. Où pouvons-nous trouver les origines des forces armées israéliennes? Les origines, c'est des milices d'autodéfense, des premiers kibboutz, milices qui se forment dès l'entre-deux-guerres, en fait, hein, pour protéger les kibboutz et les kibbutzim, c'est-à-dire les habitants de ces kibboutz, des attaques des armées ou des milices arabes qui existent parallèlement. Alors rappelle-nous les kibbutz, parce que peut-être pas tout le monde est au Alors, courant les de kibbutz, ce que ça veut dire. ce sont des espèces de villages, de grands villages, créés par les premiers colons sionistes avant même la création de l'État d'Israël. Hein, les premiers kibbutz ont même été créés par les premiers colons sionistes avant même la Première Guerre mondiale. Hein. Bon, ils ne sont pas beaucoup à l'époque, hein, ça augmente un peu dans l'entre-deux-guerres, surtout les années 30. Et ce sont des villages essentiellement agricoles, qui ont pour but de rassembler les immigrants juifs qui viennent s'installer déjà en Palestine au nom du mouvement sioniste, euh, qui à l'époque, ne l'oublions pas, avant la Seconde Guerre mondiale, le mouvement sioniste est minoritaire dans les communautés juives mondiales. Hein. Les communautés juives dans le monde entier sont minoritairement sionistes à l'époque. Quelquefois avec des fortes minorités, mais c'est des minorités quand même. Et le passage la prise de pouvoir, en quelque sorte, le passage à une situation majoritaire des sionistes au sein des différentes communautés juives du monde se fera seulement avec la Seconde Guerre mondiale, hein, et à la suite de la Seconde Guerre mondiale pour des raisons qu'on imagine. Bon. Euh, et ces kibbutz sont des villages égalitaires. En fait, ils sont fondés sur le principe des communautés issues du socialisme utopique du 19e siècle. Hein. C'est vrai que majoritairement, je dis bien majoritairement, le sionisme à l'époque est un sionisme de gauche, socialiste, même quelquefois limite extrême gauche d'ailleurs, hein. Euh, et extrême gauche, pas forcément communiste d'ailleurs, hein. Ça peut être aussi une extrême gauche socialiste, une extrême gauche anarchiste, il y a un peu de tout. Hein. Mais ils se situent clairement dans l'idée de créer des communautés égalitaires avec des kibbutz où tout le monde vit selon les mêmes standards de vie. Il n'y a pas de gens plus riches que d'autres dans les kibbutz. Souvent, on mange collectivement à la cantine du kibbutz. Les enfants sont élevés tous ensemble dans des crèches, puis des écoles maternelles, etc. C'est effectivement l'idée de communauté socialiste idéale réalisée. Hein. C'est ça les kibbutz. Hein. Et ils se forment en Palestine, puisqu'à l'époque le nom du pays c'est la Palestine, hein, c'est le mandat britannique, hein, parce qu'il faut rappeler que tout ça jusqu'à la Première Guerre mondiale c'est l'Empire ottoman, qui descend jusqu'au Yémen d'ailleurs, hein, qui englobe des pays comme aujourd'hui Israël, la Jordanie, le Liban, la Syrie et l'Irak et le Koweït. Tout ça, c'est l'Empire ottoman. L'Empire ottoman est démantelé en 1918-19, comme on le sait. Et par exemple, des pays qui deviendront plus tard Israël et la Palestine, euh, et comment dire, et la Jordanie deviennent un mandat
de la Société des Nations, donc l'ancêtre des Nations Unies, un mandat qui est confié à la gestion de la Grande-Bretagne. Tandis que ce qui va donner la Syrie et le Liban va être confié, c'est un mandat qui va être confié à la gestion de la France. Hein, dans l'entre-deux-guerres, Syrie-Liban, c'est français. C'est des mandats, ils n'ont pas statut de colonie, mais enfin, ça fait partie de l'empire colonial français, on va dire, pour aller vite. Hein. Euh, j'ai oublié, les Britanniques, ils ont la charge de gérer ce qui est actuellement Israël, Jordanie, mais également Irak, hein, et Koweït. Voilà. Donc, il y a ces colonies qui s'établissent en Palestine, puisque c'est le nom à l'époque, et elle commence à s'établir dès avant 1914. Avant 1914, ils n'ont pas tellement besoin de forces d'autodéfense parce que l'Empire ottoman maintient l'ordre et il n'y a pas en tout cas pas beaucoup à ma connaissance, d'attaques arabes sur les kibbutz. Mais ça commence à se produire dans l'entre-deux-guerres. Alors, rappelons que ces kibbutz étaient achetés à des propriétaires précédents turcs. Hein. Absolument, turcs ou arabes locaux. Oui. Absolument, c'était des Il terres n'y qui avait pas étaient. du tout d'expropriation ou quoi que ce Non, soit. non, 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 c'était des terres qui étaient Pas à achetées, ce moment-là. bien entendu. Peu à ce moment-là. Tout à fait. Pardon? Alors, si tu veux, parce que ça va donner naissance à une grande problématique du conflit. Ce que Pierrot vient de dire, c'est tout l'aspect de droit international privé qui va très lourdement gérer ce conflit parce que tu as eu des politiques d'expropriation, mais elles arrivent majoritairement beaucoup plus tard par rapport à la période dont nous parlons. Par contre, et ça c'est un non-dit de tout le monde parce que ça a toujours lieu aujourd'hui, c'est qu'une partie même des processus de colonisation appartient à ce qu'on appelle droit international privé, donc droit international des biens. Donc, si tu veux, c'est que tu as des propriétaires arabes qui vendent. Et donc, tu as des colons qui prennent une maison, qui l'achètent, et ensuite, ils en achètent une autre dans le quartier, puis une, puis deux, puis ils terminent en poussant dehors les gens qui restent. Or, le souci, c'est d'entraver politiquement cette marche-là, sachant que tu as des mouvements extérieurs à Israël, de soutien à cette politique de prise de territoire, donc, si tu veux, qui sont des systèmes de dotation donnés soit par des grandes familles, soit par des institutions, qui orientent ce processus de colonisation en disant tu vas t'installer là, je vais pourvoir à tes besoins. Et si tu veux, c'est l'un des aspects du conflit qu'on traite le moins parce que, si tu veux, il gêne un peu tout le monde, il gêne le côté arabe parce que la sacralité de la terre elle cède au shekel, et elle gêne aussi une partie du narratif israélien, disons, d'indépendance totale, c'est-à-dire nous retournons sur nos terres et nous les reprenons parce qu'elles nous appartiennent de droit, alors que, si tu veux, derrière, tu as une politique de subvention de gens qui, eux, n'iront jamais. Tu vois, donc, si tu veux, personne n'a intérêt à ce que cette arrière-cuisine-là, mais malheureusement, cette arrière-cuisine est là. Si tu veux, c'est Parce une que autre... ça explique ce que disait Laurent, ces attaques arabes, elles ne viennent pas de nulle part. Alors, elles ne viennent pas de nulle part. Elles se font sous un système de razzia, et c'est là où tu vas avoir une orientation militaire de la chose. Si tu veux, si je peux me permettre de rebondir sur un truc avec Laurent pour bien que nos auditeurs comprennent. Parce que ce qu'il a dit sur les kibbutz, c'est très important. Parce que le premier Israël naît là. Ça va durer jusqu'aux années 80, ça, 1980, d'accord? Le premier Israël est un triangle institutionnel entre Tzal, ce qui va devenir plus tard Tzal, donc l'armée israélienne, sa relation fusionnelle avec le kibbutz, et le dernier point du triangle, ce sera le Parti travailliste, qui est l'émanation politique de cet Israël rêvé, dont le système militaire repose en partie sur l'armée,
et particulièrement sur la voie royale pour être Premier ministre, qui est d'être chef d'état-major de Tsahal. Or, cette première Israël-là va disparaître à partir des années 80, il a quasiment totalement disparu aujourd'hui, et même si on en parlera, il y en a des restes, mais tout ça naît là, ces réalités-là naissent là, et évidemment, les Arabes vont réagir par un système de razzia et d'attaque qui va donner le ton des processus d'expulsion violents par la terreur qui vont commencer par des unités commando. Ariel Sharon débutera comme ça, etc. C'est-à-dire qui vont se cristalliser entre ce passage de milices d'autodéfense devenant aussi des milices d'attaque, qui vont, en fusionnant plusieurs organisations qui, en passage, se sont fait la main en luttant contre les Britanniques, il ne faut jamais l'oublier, et en les fusionnant, va donner l'armée israélienne et va donner tout ce qui va se cristalliser autour de ce que les Arabes appellent la Nakba, c'est-à-dire une expulsion violente et en même temps un retrait volontaire. C'est qu'on expliquera pourquoi, parce que ça c'est pour nos auditeurs. Vous êtes face à un conflit qui est très particulier pour une raison, c'est que tout le monde y a tort, tout le monde ment, vous êtes vraiment au Moyen-Orient, tout le monde couche avec tout le monde, et si vous voulez, il faut que vous sortiez de la vision européenne et politique que vous avez de la guerre, et plus le conflit va vieillir, pire ce sera, parce que sinon vous allez plaquer pour nous, la guerre est une extension politique. Là-bas, non. Nous avons arrêté, je parle sous le contrôle de Laurent, les guerres de vengeance pendant l'ère médiévale. La vengeance, la vendetta est toujours au centre de la guerre moyen-orientale et de ce conflit-là en particulier. Donc, si vous analysez ça avec notre imaginaire, vous allez faire la dépression que tous les analystes font, c'est-à-dire, c'est grand comme 3 départements français, Gaza, c'est grand comme le territoire de Belfort. Hein. Et tout ça pour ça. C'est-à-dire que le monde entier retient son souffle à chaque fois qu'il y a un lapin qui pète dans cette région pour un truc qui est grand comme Basse-Normandie, Haute-Normandie, Bretagne. Et en réalité, il faut sortir de notre vision à nous de la guerre, sinon on ne pige rien à cette zone et à ce conflit en particulier. Ouais. Et pardon, avant de revenir aux années 30, disons que c'est d'autant plus important que ces 2 départements, ces territoires de la taille de 2 départements, est quand même armé jusqu'aux dents d'armes nucléaires. Donc, c'est quand même important de comprendre ce qui se passe. Bien sûr. Bien sûr. Non, bon, ce que vient de dire, ce que vient de poser en prolégomène, ce que vient de poser Pierre-Yves sur la nature de la guerre dans cette région du monde est absolument fondamental. Hein. Ça, moi-même, je le découvre, hein, parce que moi-même, j'ai longtemps pensé ça en termes effectivement européocentrés. Et effectivement, ça change beaucoup de choses. Alors, plusieurs faits, avant de poursuivre sur cette question fondamentale qu'a soulevée Pierre-Yves, plusieurs faits historiques qu'il faut aussi savoir. Alors, c'est des petits faits historiques, mais qui ont leur importance, d'autres qui sont des faits plus importants. D'une part, il y a toujours eu des kibbutz. Certains kibbutz étaient politiques, en ce sens qu'ils étaient lancés par un mouvement politique, par exemple. Il y avait des kibbutz lancés par le Parti communiste israélien, d'autres par l'extrême gauche, le Mapai, d'autres par les travaillistes, d'autres des kibbutz de droite. Un peu moins, mais parce que la droite a toujours été moins portée sur le kibbutz, en tout cas à l'origine. Donc, il y avait les kibbutz étaient souvent marqués comme ça. Deuxièmement, effectivement, il faut savoir qu'il a existé aussi dès le départ un sionisme de droite qui était minoritaire, mais qui existait néanmoins, qui existe dès les années 20, dont le fondateur est un certain Jabotinsky, un juif d'origine polonaise,
ou polono-russes. Enfin bon, c'est comme la plupart des premiers dirigeants d'Israël d'ailleurs. Hein, c'est des juifs d'origine polono-lituano-russe, hein, globalement. Euh, Russe et ukrainienne, puisqu'à l'époque, on ne fait pas bien la différence entre Russie et Ukraine. Donc, il y a un mouvement sioniste de droite aussi qui existe, dont le dirigeant est Jabotinsky, qui va avoir lui-même des scissions encore plus extrêmes à droite. La scission la plus extrême sera le groupe Stern, un groupe terroriste, véritablement terroriste, hein, qui commettra des attentats spectaculaires d'ailleurs. Le plus spectaculaire étant l'attentat contre l'hôtel King David à Jérusalem, dans lequel il y aura beaucoup de morts, y compris de représentants de l'ONU et tout ça. Attentat anti-britannique. Pardon? Attentat, entre autres, anti-britannique. Bien sûr, et je vais y revenir à ça, c'est cette idée de guerre anti-britannique. Et le groupe Stern, il faut savoir aussi un truc, c'est que le groupe Stern, pendant la Seconde Guerre mondiale, ils iront jusqu'à avoir des liens, avoir des contacts avec les nazis. Jabotinsky lui-même a rencontré plusieurs dirigeants, non pas nazis, mais fascistes. Voilà. Jabotinsky avait des sympathies fascistes affichées. Ah voilà, ce sionisme de droite est une copie, comme ça existe à l'époque. C'est un nationalisme dur des années 30. Dans beaucoup de pays du monde, il y a des copies ou du mouvement fasciste italien. Pas du nazisme allemand, mais du fascisme italien. Il y a eu pas mal de copies du fascisme italien en Amérique latine, dans des pays méditerranéens. Le mouvement kémaliste en Turquie a des liens aussi avec le fascisme italien. Beaucoup de nationalismes arabes ont des liens avec le nationalisme, avec le fascisme italien. Bourguiba en Tunisie, le Bas au Moyen-Orient, etc. Bon. Et puis il y a même des liens du fascisme italien avec certains mouvements asiatiques, hein, notamment en Chine, au Japon, etc. Surtout en Chine d'ailleurs. Donc voilà, ce sionisme de droite existe aussi. Le groupe Stern va jusqu'à prendre contact avec les nazis parce que quelque part ça les arrange. Pour deux raisons, ça les arrange parce qu'eux veulent poursuivre la lutte contre les Britanniques pendant la Seconde Guerre mondiale, alors que les sionistes de gauche qui combattent contre les Britanniques avant la Seconde Guerre mondiale décident d'une grande trêve pendant la Seconde Guerre mondiale au nom de la lutte contre le nazisme. Mais les sionistes de droite, et en particulier d'extrême droite, ne veulent pas de cette trêve avec l'occupant britannique de la Palestine, et c'est pour ça qu'ils prennent des contacts. C'est la première raison pour laquelle ils prennent des contacts avec les nazis. Contacts secrets, bien sûr, qui auront lieu à Beyrouth. Je t'interromps, Laurent, pour juste une anecdote. Lorsque on arrive à l'aéroport de Ben Gourion, à Tel Aviv, il y a des scènes qui correspondent à la période des années 30 et des kibbutz. Et il y a différentes médailles qui ont été faites à l'époque pour récompenser les juifs européens ou américains qui venaient s'installer en Israël. Donc ça, c'est avant la création d'Israël. Et dans l'une d'elles, il y a une croix gammée assez étonnante, et on se demande ce qu'elle fait là. Et effectivement... C'est la médaille du Bêta. Exactement. Effectivement, il y a eu des accords pour faciliter le transfert de juifs allemands, leur déménagement. L'accord de la Havana. Exactement. Et d'ailleurs, Ben Gourion, que l'on mentionne, l'aéroport Ben Gourion, le président, donc premier président d'Israël, est un ancien officier britannique, comme Jabotinsky, qui a été officier britannique, bien que d'origine russo-polonaise, il est né à Odessa, etc. Il y a une sorte d'étrange mélange entre une formation britannique de ces élites militaires et puis ensuite politique israélienne du tout début, ou en tout cas juive du mandat avant de devenir israélienne en 1948, qui passent dans l'armée britannique, mais qui la combattent aussi. Et je pense aussi que ces groupes Stern se détestent entre eux, hein, ces groupes. Ils se combattent aussi entre eux. Oui, oui. Alors, je vais y revenir, justement. Le groupe Stern, la deuxième raison pour laquelle le groupe Stern prend contact avec les nazis, alors c'est une raison encore plus secrète que la première, c'est que quelque part, c'est très cynique, mais quelque part, la politique antisémite des nazis les arrange. Alors, ce n'est pas dissible,
ce genre de choses. Mais c'est vrai, ça les arrange parce qu'ils se disent, puisque la majorité des Juifs dans le reste du monde ne sont pas sionistes, le Ça va les faire nazisme... changer d'avis. Pardon? Ça va les faire changer d'avis. Exactement, le nazisme va les faire changer d'avis. Alors Bon. précisons juste pour avant qu'on ait la police qui débarque chez nous trois dans 10 minutes, que c'est avant les événements qui commencent en 41-42 en Pologne. Mais oui, D'accord. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Voilà. À cette époque-là, alors, personne ne peut imaginer qu'ils vont aller jusque-là. bien Exactement. sûr. Et alors, ce qu'il faut savoir également, c'est que dans les années 30 et 40, et jusque assez tard, les différents mouvements sionistes, je dirais grosso modo la droite et la gauche sioniste, vont se battre, vont se faire la guerre, hein. Et même très gravement. Et même très gravement. L'affaire la plus grave sera en 1948, je crois quelques semaines après la proclamation de l'État d'Israël. Il y a un navire arrivant d'Europe qui s'appelle l'Altalena, qui est affrété, qui est un vieux rafio rouillé et craquant de partout, affrété par la droite sioniste, par le Likoud, et transportant plusieurs centaines de familles, hein, hommes, femmes, enfants, vieillards, juives qui libéraient des camps, etc., qui vont en Israël. Et ils sont transportés par le Likoud. Et ce navire arrive au large de Tel Aviv, veut commencer à débarquer ses passagers, et ils se font, sur ordre de Ben Gurion, attaquer et mitrailler par la toute jeune aviation israélienne. Ça va jusque-là, hein, et avec les femmes et les enfants mitraillés dans l'eau, etc. Enfin bon, un truc, c'est hard. Hein. Entre eux, ils sont hard, hein, ils ne se font pas de cadeaux. Bon, et cette affaire de l'Altalena restera longtemps comme une plaie ouverte, et elle l'est encore à certains égards. Hein. Bon. Et effectivement, quand il faudra fusionner les différentes milices juives d'Israël pour former l'armée israélienne unifiée, ça va grincer des dents un peu partout. Hein. Ça, on peut l'imaginer très bien. Alors, sur le cas beaucoup plus important, beaucoup plus complexe de l'affaire des Britanniques et du mandat britannique, les Britanniques, ils sont dans une drôle de position à l'époque, parce qu'ils sont à la fois favorables aux Juifs et tout ça, et effectivement, comme tu l'as rappelé, Pierrot, il y a pas mal d'officiers britanniques juifs qui vont passer directement au sionisme. Il va y avoir la création au sein de la 8e armée britannique pendant la Seconde Guerre mondiale d'une brigade juive dans laquelle combattra Moshe Dayan, d'ailleurs. Tout à fait. Pour l'anecdote, cette brigade juive va combattre aux côtés des Britanniques en 1941, lorsque les Britanniques se lanceront à l'assaut de la Syrie et du Liban, qui sont dirigés par les Français vichistes. Hein. Et c'est là que Moshe Dayan perdra son œil. Hein. Il a été visé par un sniper français vichiste, et voilà, bon. Mais et la brigade juive va lutter également dans le désert de Libye, hein, contre l'Africa Corps de Rommel. Et côte à côte à la Légion arabe. Oui, alors, oui, bien sûr. Ce qui est marrant. Et ce sont eux qui occuperont la position de Bir Hakeim avant d'être relevés par la première brigade française libre du général Koenig, ce qui donnera lieu à l'épisode épique du siège de Bir Hakeim. Bon. Mais les Britanniques sont dans une position dès les années 20-30, une position un petit peu ambiguë, parce qu'à la fois ils sont pro-juifs, on va dire, partiellement pro-sionistes, mais en même temps, en tant que bons colonisateurs britanniques, ils appliquent leur vieille doctrine coloniale, c'est de se ménager les élites locales. Et donc, ils sont liés, très liés même, avec les oligarchies arabes locales, que ce soit les oligarchies bédouines ou urbaines,
Ils sont liés avec les oligarchies locales, les noblesses arabes locales, etc., etc. Donc, ils ne peuvent pas non plus être trop pro-sionistes. Et ils vont pas cesser d'entraver l'arrivée de nouveaux colons sionistes, etc., etc. Et plus ou moins protégés. Là, c'est complexe, hein, je la fais très rapide et très simplifiée. Protéger les milices arabes, empêcher les milices juives de faire trop comment dire, de représailles contre les milices arabes, etc., etc. Et donc, c'est pour ça que les sionistes, quelque part, déclarent la guerre à la Grande-Bretagne dès les années 30. Hein. Alors, il y a, Pierre-Yves, comme je l'ai dit tu tout à voulais, tu l'heure, voulais la rajouter quelque chose? parenthèse. Pardon? Pierre-Yves voulait rajouter quelque chose? Oui. Parce que il faut voir que pour les Britanniques, alors si tu veux, tu as un fait important et une petite anecdote. Il faut voir que justement cette brigade juive dont vous avez parlé tous les deux a tellement forcé l'admiration, par exemple, d'un homme comme Koenig pour ses qualités combattantes, que Koenig, qui est, je vous rappelle, je crois, l'un des créateurs de l'association France-Israël, Oui. et sera toujours la branche la plus pro-israélienne du gaullisme, et branche qui a toujours existé au sein du gaullisme et au sein des hommes de la résistance. Parce que Koenig était un grand soldat et il a eu énormément de respect pour ces hommes. Je venais juste à le dire parce que si vous voulez, la légende qu'on a réécrit à partir d'une mauvaise compréhension du discours de 67, d'un antisionisme primaire, viscéral et systématique des gaullistes est fausse. Elle a toujours été fausse. Et s'il le faut, j'y reviendrai quand nous serons à la période concernée. Mais il y a un point, il faut bien comprendre, parce on a tout dit on a tout dit comme bêtise sur l'appui anglais au sionisme. Les Anglais ont vécu ça comme ont vécu le harcèlement de certaines milices. Ça a été un des épisodes les plus difficiles de leur empire à gérer. Ça a été un moment, tu vois, je pense qu'à un certain moment, les élites anglaises se sont dit la phrase de Claudel, peu me chaud toutes ces bédouineries, on se tire. Parce que je veux dire, la stratégie de la tension et du harcèlement contre les Britanniques, qui va culminer avec l'attentat entre autres de l'hôtel King David, a été infernale à vivre. Et le pire, c'est que souvent, que ce soit des diplomates ou autres, ce sont ceux qui ont fait le plus de concessions qui ont été tués pendant la période. Oui. Donc, si tu veux, c'est vraiment pas pour les Anglais. On dit les Anglais ont jeté ça comme un chat dans un jeu de quilles. Non, 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 non. Les Anglais ont vécu un épisode difficile. C'est vrai qu'ils ont, lors de Sykes-Picot, déjà en 1917, ils ont promis un peu beaucoup aux deux parties. Ça, c'est vrai. Mais Ouais. ils ont géré au mieux qu'ils pouvaient. Et comme tu le dis, ça a été dramatique. Je vois les presses, comment dire, les extraits de journaux de cette époque dans les journaux britanniques sont terribles. Hein. Parce qu'ils Ça n'a c'est vraiment beaucoup pas de été morts. C'est beaucoup de morts. plaisir. Et il est vrai qu'ils ont bon, c'est le martyr de quelqu'un comme Laurence d'Arabie. Bon, très bien. Qui mourra des années plus tard d'un accident de moto très particulier, après avoir fait un passage à vide, une dépression, etc. Bon, tout ça est vrai. Le problème, c'est que la Grande-Bretagne, parce que pour elle, il fallait gérer l'après-première guerre mondiale pendant la guerre, et il fallait en plus la faire, et éviter, disons, tout débordement du front d'Orient. Et la Grande-Bretagne a fait une stratégie qui est celle de tout promettre à tout le monde pour ne pas avoir à se battre sur plusieurs fronts. Et malheureusement, ça a tourné comme ça a tourné. Mais d'y voir une volonté absolument machiavélique britannique est assez hors de propos par rapport à la réalité du conflit. Mhm. Alors, Laurent, nous retrouvons alors, pendant cette Deuxième Guerre mondiale, brutale, rapide, qui bouge sur tous les fronts. Et la brigade juive, d'ailleurs, va passer par l'Italie, va combattre. Et je te laisse la parole, mais enfin,
que vont devenir ces combattants à la fin du conflit? Ah ben, ils vont retourner en Israël, tout simplement. Ils vont retourner en Israël et vont renforcer généralement la Haganah, c'est-à-dire la métamilice, l'embryon d'armée créé par le Parti travailliste, c'est-à-dire la gauche israélienne. Voilà. Alors, autre détail historique, je fais un petit bond en arrière là, qui est important à savoir aussi, c'est que l'idée sioniste, pendant les 30-40 premières années, parce que le sionisme naît au tournant des années 1900, hein, à l'initiative de Theodor Herzl, qui est un avocat viennois, hein, un juif autrichien. L'idée sioniste n'a pas toujours exclusivement visé la constitution d'un foyer national juif, comme on disait, en Palestine. Il y a eu d'autres projets. Plus ou moins sérieux, plus ou moins fantaisistes, mais il y a eu d'autres projets hein, qui n'ont pas duré très longtemps, mais il faut le savoir quand même. Il y a eu un projet de création d'un Israël en Ouganda ou à Madagascar. Madagascar. Très loin, Mais très loin. également l'Ouganda. Hein. Il y avait c'était notamment poussé par certains milieux britanniques, puisque l'Ouganda était une colonie britannique à l'époque. Hein. Ouais. Il y a eu des projets en Argentine, je crois. Je ne suis pas certain, hein, mais il me semble. Ils sont toujours là. Oui, parce Ils qu'il y sont avait toujours une là. grosse communauté juive en Argentine, qui existe toujours d'ailleurs, Oui. et qui était issue essentiellement de juifs russes qui avaient fui les pogroms au début du siècle. Et puis, il y a eu le projet qui a été réalisé d'un sionisme, enfin d'un foyer national juif soviétique, communiste, qui s'appelle le Birobidjan, qui existe encore hein, comme république fédérée au sein de la Russie. Une religion officielle en Russie. Oui, 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 oui. Une religion officielle. Et le Birobidjan est une province qui a été donnée théoriquement aux Juifs par Staline dans les années 30 et qui se trouve le long de la frontière chinoise, en Extrême-Orient russe. Tout à fait à l'autre bout, là-bas, entre la Mongolie et Vladivostok, quelque part le long du fleuve Amour, il y a le Birobidjan. C'est plus dur de faire pousser les oranges là-bas, ça c'est clair. Oui, alors les oranges, non, mais on peut faire pousser pas mal de choses. Et ce qui est intéressant au Birobidjan, c'est que dans un premier temps, dans les années 30, quand ça a été créé par Staline, il y a eu immigration au Birobidjan de plusieurs milliers de juifs venant d'un peu partout dans le monde. Des juifs argentins qui quelque part revenaient au pays, des juifs américains, des juifs européens, etc., qui étaient communistes, qui croyaient, qui se disaient on va faire d'une pierre deux coups, on va créer notre nation et en même temps on va renforcer le communisme en URSS. Bon, il y en a eu quelques milliers. Bon, ils ont assez vite déchanté. Hein. Et aujourd'hui, le Birobidjan. Alors, ce qui est drôle, c'est qu'aujourd'hui, il y a très peu de juifs au Birobidjan. Il y en a encore. Mais le yiddish est encore la langue officielle de la République du Birobidjan. Et l'alphabet hébreu est utilisé au Birobidjan un peu partout. Sur les bâtiments officiels, c'est écrit d'abord, quand c'est écrit mairie ou commissariat de police ou je sais pas, moi n'importe quoi, n'importe quel bâtiment officiel, c'est d'abord écrit en hébreu et ensuite en cyrillique russe. Parce que c'est drôle, mais il faut voir un trait quelque part humoristique au 15e degré de la bureaucratie communiste. Hein, c'est comme ça, c'est la loi, on l'applique. Oui, mais il y a presque plus de juifs. Oui, mais c'est pas grave, c'est la République juive du Birobidjan et ça marche, ça tient encore. C'est très curieux. Bon, alors c'est anecdotique et je referme la parenthèse aussitôt, mais c'était important de le savoir dans l'histoire du sionisme. Voilà. Alors 1945 1945, il retourne en Israël, hein, la brigade juive. Hein. Bon, alors il doit y avoir peut-être
des individualités, des cas individuels, personnels qui ne rentrent pas en Israël et qui profitent du fait qu'ils sont en Europe pour s'établir en Europe, en France, en Angleterre surtout, et d'autres pour émigrer aux États-Unis ou au Canada. Mais globalement, ils retournent en Israël, enfin en Palestine, puisque ce n'est pas encore l'État d'Israël, et ils vont renforcer, ne serait-ce que de leur expérience militaire, Considérable. ils vont renforcer. Expérience considérable. Ben oui, ils vont renforcer la Haganah. Parce qu'en plus, ils ont une expérience, là, pour le coup, qui est plus uniquement de la guérilla de milice, mais une expérience de soldats dans des armées modernes, mécanisées, blindées, etc. Et c'est une expérience qui n'a pas de prix pour la Haganah. Hein. Bien sûr. Alors, 3 ans plus tard, le 14 mai 1948, Israël est fondé. Alors, entre 1945 et 1948, il va se passer beaucoup de choses dans la structuration d'un embryon, là, pour le coup, d'une véritable armée, tu l'as dit, mécanisée, avec une aviation, Ouais. avec les moyens du bord, il faut le dire, mais humainement, avec des gens qui sont des cadors. C'est des gens, c'est pas des oui. en plus, c'est Ah des oui. carrés, expérimentés. Entre 45 et 48, avant de passer au point précis que tu évoques, il faut savoir que la guerre unifiée des sionistes, toutes tendances confondues, y compris la gauche, en Palestine, la guerre contre les Britanniques reprend. Y compris ceux qui étaient dans la brigade juive, qui étaient dans la 8e armée britannique, y compris ceux qui ont fait la guerre dans l'armée britannique, etc., reprennent la guerre contre les Britanniques. Maintenant, l'ennemi commun nazi n'existe plus. On n'a pas de raison de ne pas vouloir à nouveau le départ des impérialistes britanniques de Palestine. Et la guerre reprend, elle est très dure, même plus dure qu'avant la Seconde Guerre mondiale. C'est là où il y a l'attentat dont faisait. C'est là qu'il y a l'attentat du King David, de l'hôtel King David de Jérusalem. 1946. Ouais. Attentat dans lequel meurt notamment le représentant de l'ONU sur place, qui est un diplomate suédois, le comte Bernadotte. Et dont l'un des principaux responsables de l'organisation de l'attentat, c'est un certain Menahem Begin. Le patron de l'Irgun. Le patron de l'Irgun, qui est l'équivalent de la Haganah, mais pour la droite, pour le Likoud. Mais est un des du courant Jabotinsky, c'est-à-dire courant de droite. Bon, on est en 1945, donc on peut plus dire fasciste, mais disons de droite très très dure. Mais attention, à majorité laïque. Oui, absolument. Absolument, c'est une droite laïque. Parce que ça va avoir son importance plus tard. Oh que oui. C'est une droite laïque. De même que la gauche israélienne est laïque également. Et les milieux rabbiniques religieux traditionnels et religieux à l'époque sont assez anti-israéliens. Et très minoritaires, y compris en Palestine. Juste un léger point sur ce point-là précis, parce que ça va avoir son importance plus tard, et particulièrement quand on va parler de la situation actuelle. Il faut bien voir, le sionisme religieux existe déjà. Le sionisme religieux existe déjà dans les religions qui vont le soutenir, c'est-à-dire une part de la religion juive et une part de la religion protestante, majoritairement. Protestante américaine surtout. Protestante américaine, bien évidemment. Donc, ce sionisme religieux existe déjà. Il est minoritaire en nombre, mais il a déjà, entre autres au Congrès juif mondial, au grand synode du Congrès juif, il a déjà marqué des points, y compris contre Herzl au tout début. Donc, mais il est pour l'instant minoritaire. Néanmoins, il est présent et il sera présent dès 1948 parce qu'il obtiendra quelque chose qui aura un grand poids dans la situation actuelle, c'est qu'il obtiendra un statut très privilégié pour les ultra-orthodoxes, c'est-à-dire la nationalité pleine et entière sans les obligations militaires. C'est Ben Gourion qui va l'accepter et aujourd'hui Israël est en plein dedans. Donc il faut bien comprendre que ce sionisme religieux est là, que les ultra-orthodoxes
ils ont toujours été là. Donc, ils sont déjà là, mais ils sont, un, minoritaires, deux, il faut comprendre qu'ils sont déjà dans la mentalité et qu'ils vont garder très longtemps. C'est-à-dire que même s'ils sont dominés par les Arabes, pour eux, le politique est quand même très secondaire. Mais leur poids démographique à terme leur donnera une force. Donc, si Dieu, quand on parle de sionisme nationaliste, de droite, voire même fascisant, ce qu'a été une part non négligeable des hommes des descendants de Jabotinsky, hein. Jabotinsky ne s'en cachait pas lui-même. dont son Euh, secrétaire est le père Son secrétaire est le père de Benjamin Netanyahou. Mais nous sommes chez des gens qui, il faut bien le voir, sont dans un nationalisme civique israélien. Ils maintiennent la religion à bout de gaffe en partie, mais ils sont le vrai problème entre eux et les travaillistes. Ça va être sur d'autres questions, ça va être sur une question très importante qui va jouer un rôle dans ces années-là militairement, qui est le rôle du protecteur, parce qu'Israël a toujours eu besoin de protecteurs militaires. Elle a d'abord l'Union soviétique, elle aura Oui, ensuite la France, et à partir de 67, jusqu'à nos jours, les États-Unis. Donc, c'est voilà. la C'est question important. du protecteur qui va se poser, c'est la question du modèle de société, mais pour l'instant, la question religieuse ne touche pas la question militaire tant que ça va venir beaucoup plus tard. C'est très Oui, important, Pierre-Yves, de souligner ce que tu viens de dire, c'est que les États-Unis, contrairement à ce que croient beaucoup de gens, n'ont pas été du tout à la source de la création d'Israël, ni même de la protection d'Israël à ses débuts. oui, Bien oui. au contraire, c'est J'allais y beaucoup revenir à l'Union ça, sur la question soviétique du matériel militaire. voilà. Et c'est beaucoup l'Union soviétique, étonnamment, Oui, oui. qui a On va y propulsé. revenir à ça parce que c'est très important dans le déroulé de la création des forces armées. Effectivement, dans ce que vient d'évoquer Pierre-Yves, c'est très important et je l'avoue franchement, je viens de l'apprendre. Je viens d'apprendre que les sionistes religieux étaient présents, même si c'était en petit nombre, étaient présents dès 48. Ça, je l'ignorais complètement. Parce qu'il Ils faut quand habitaient sur même place. savoir que le sionisme, quand il est créé au début du XXe siècle par Theodor Herzl, et que ce soit le sionisme de gauche, mais également le sionisme de droite, à l'origine, ce sont d'abord et avant tout à 95% des mouvements laïques et absolument pas religieux. C'est des nationalismes, en fait. Ils s'intègrent dans le mouvement méta-historique, on va dire, ou transhistorique, ou macro-historique, de l'explosion des nationalismes en Europe et dans le monde qu'on voit se produire tout au long du 19e et 20e siècle. Hein. C'est au même titre que tu as les nationalismes latino-américains qui veulent l'indépendance vis-à-vis de l'Espagne, le nationalisme américain contre l'Angleterre, les différents nationalismes d'Europe centrale, etc., etc. Le sionisme, c'est un de ces nationalismes de plus qui existent. Hein. Et il est laïque, profondément laïque, et il est très, très méfiant vis-à-vis des religieux. Alors, c'est vrai que peu à peu, entre 45 et 48, ces milices vont devenir, comme l'a dit Pierre-Yves, des milices qui sont plus uniquement d'autodéfense, mais aussi d'attaque. Hein. Et ils vont même passer au stade ils vont commencer à passer au stade supérieur, à devenir une quasi-armée. Et même dans les mois qui précèdent la création d'Israël, ils sont déjà une armée, de fait. Et alors, ils vont récupérer tout un tas d'armes de guerre de toute provenance à cette époque. De toute provenance. Alors, bon, déjà, à travers les. Faut dire que la planète entière, après le boom industriel de la production d'armement entre 39 et 45, il y a des armes, des flingues, des canons, des chars, des voitures blindées et tout ça sur le marché plus ou moins clandestin de l'armement. En veux-tu, en voilà. Hein. Donc c'est facile relativement de se procurer des armes. Et pour les avions, parce que c'est là où c'est pas uniquement un symbole, les avions c'est quand même le plus difficile à se procurer parce qu'en plus c'est très cher. Ils vont bénéficier énormément d'une aide, alors d'une part d'une aide privée américaine,
où ils vont acheter des P-51 Mustang, là, des chasseurs américains, mais également des B-17, hein, les bombardiers quadrimoteurs. Euh, Ils vont acheter quelques Spitfire anglais qui sont dans les surplus, voilà. Euh, et ils vont également bénéficier d'un soutien soviétique indirect en achetant des avions tchécoslovaques. Des avions tchécoslovaques qui, pour la plupart d'entre eux, dans ces années d'immédiate après-guerre, sont des avions allemands, Oui. construits par les Tchécoslovaques, notamment des anciens Messerschmitt 109, alors qu'ils sont rebaptisés du nom de leur nouveau constructeur tchécoslovaque, des Avia, mais c'est des Messerschmitt 109. Hein, donc c'est un petit peu une sorte d'ironie de l'histoire, pas forcément de très bon goût, mais voilà. Donc, ils vont effectivement avoir une force aérienne, des DC-3 aussi de transport, tout ça. Enfin, beaucoup d'avions, soit germano-tchécoslovaques, soit américains. Et c'est déjà une force tout à fait respectable. Hein. Et avec effectivement des pilotes, des militaires, et tout ça, qui souvent sont des as, hein, voire des anciens as de l'armée de l'air américaine ou de l'armée de l'air britannique. Donc c'est une force, tout ce qu'il y a de respectable et avec laquelle il faut compter. Avant même la proclamation officielle de l'État d'Israël en mai 48. Alors, pour juste la précision, Pierre-Yves, donc Israël ne s'est pas autoproclamé. C'est un pays qui est constitué par les Nations Unies. Voilà. Alors, le problème, si tu veux, c'est que les Nations Unies se retrouvent, et particulièrement dans le contexte de l'après King David, donc tu as eu des Onusiens d'assassinés. Faut pas l'ONU se retrouve à gérer le bébé quand les Britanniques, en réalité, les Britanniques se défaussent en partie sur l'ONU parce que ça devient inextricable. L'ONU prévoit un premier plan de partage qui va donner lieu indirectement, enfin, qui va être le contexte de ce qu'on va appeler la Nakba. C'est-à-dire que les Israéliens l'acceptent, les Arabes le refusent, mais en même temps, une partie des forces de défense d'Israël se mettent à terroriser une partie des populations arabes pour les faire partir. Et donc, les armées arabes qui se coalisent à ce moment-là pour attaquer le jeune État elles auraient attaqué de toute façon, si Nakba ou pas, mais elles prennent l'occasion de se présenter comme force de protection de populations civiles, ce qu'elles sont en partie, mais sincèrement, je pense qu'on peut le dire assez facilement, il n'y aurait pas eu de politique de terreur. Politique de terreur, il y a eu. Les nouveaux historiens israéliens, Benny Morris, tous ces mecs-là l'ont acté, ça a eu lieu. Le problème, c'est que ça n'aurait pas eu lieu, tu aurais eu une attaque massive arabe de toute façon. Et une partie de la Nakba, donc du départ des Palestiniens, tu as des Palestiniens qui sont partis réellement de peur d'être tués, ça a existé, mais tu en as une autre partie à qui qui entendaient de part les Arabes tout autour, mettez-vous de côté le temps qu'on les expulse, qu'on les renvoie à la mer, vous retrouverez vos maisons tout de suite après. Ce qui t'explique la question aujourd'hui inextricable des réfugiés. Inextricable. 80% de la population jordanienne est palestinienne. Ça a détruit le Liban. Tout ça commence là. Parce que, tu vois, et c'est ça ce conflit. C'est-à-dire, tu vois, tout le monde a une bonne raison parce que tout le monde ment. Et en réalité, le problème, c'est que, comme le disait très bien Henri Laurence, le problème de ce conflit, c'est que tout le monde ment, mais que tout est possible. Tout est possible et tout peut être vrai. Tu vois, et là, tu en as le parfait exemple. Tu vois,
C'est comme quand tu dis des choses simples, qui est-ce que l'armée israélienne est une armée qui a tué plus de civils historiquement que de militaires? Henri Laurence, grand maître de la question de Palestine au Collège de France, te répondra, c'est malheureusement certainement vrai. Mais de l'autre côté, est-ce que beaucoup de gens dans la résistance palestinienne n'entrent pas dans cette résistance pour à terme pouvoir se faire arrêter, finir dans les prisons israéliennes où ils peuvent avoir, contre l'arrêt d'une violence qu'ils n'ont pas pratiquée, des études payées jusqu'au bout? Et ben malheureusement, oui, ça aussi, ça existe. Le problème dans ce conflit, c'est que tout existe. Et c'est là aussi, et c'est ce qui en fait un des conflits les plus bordéliques pour un esprit humain. Parce que tu vois, sur la Nakba, oui, il y en a qui sont partis parce qu'ils avaient peur, c'est vrai. Mais il y en a qui sont partis parce qu'ils attendaient que ça tourne au massacre côté israélien. Ce massacre n'a pas eu lieu. Non. Voilà. Et justement, ça c'est très intéressant d'un point de vue militaire, c'est que les pays arabes alentours, sauf erreur, c'est Liban, Syrie, Irak, euh, Alors, Transjordanie, attends, ça s'appelait à l'époque. je t'interromps, Pierrot. En fait, ce qu'on a oublié tous de préciser, d'un point de vue factuel, hein, bassement factuel, c'est dès la proclamation de l'État d'Israël, d'abord avec le vote des Nations Unies, puis quelques jours plus tard à la Knesset, qui est déjà créée à Tel Aviv, les États arabes lancent ce qu'on a appelé la première guerre israélo-arabe, celle de 1948. Hein. Tout ce que vient d'expliquer Pierre-Yves s'inscrit dans le cadre de ce qu'on appelle la première guerre israélo-arabe. Et alors, alors oui, effectivement, il y a des Syriens, des Irakiens, des Libanais, mais les deux pays qui sont en pointe militairement contre Israël, ne serait-ce que parce qu'ils ont le plus de frontières immédiates et puis des forces armées tout à fait respectables elles aussi, c'est l'Égypte et la Jordanie. Jordanie. Mais là, et c'est là où tout le monde pense, à l'international et en premier lieu, les pays arabes concernés en premier lieu, tout le monde pense que ça va être une promenade militaire et que leurs armées encadrées par des anciens de la Légion arabe qui ont quand même 30 ans d'expérience. Pour rappeler ce qu'était la Légion arabe. Hein. Vas-y. Ben, c'est une légion qui dépendait de la monarchie jordanienne. Jordanie qu'on appelait, avant la Seconde Guerre mondiale, qu'on appelait la Transjordanie, par opposition à la Cisjordanie, c'est-à-dire au-delà ou en deçà du Jourdain, le fleuve, enfin la rivière, et parfois le ruisseau d'ailleurs. C'était une force d'élite au sein de l'armée jordanienne, de l'armée royale jordanienne, et qui était dirigée par un général britannique qui s'appelait John Globe, GLU-2B, et qu'on appellera Globe Pacha, selon la tradition ottomane. Et tu vois comme quoi le rôle britannique dans... Il y a des officiers généraux ou des colonels britanniques du côté sioniste dans ces années pré-48, mais également du côté arabe. Et ces armées arabes sont, sur le papier, très très bien équipées pour l'époque, sont nombreuses et, a priori, pensent faire une promenade militaire et régler le problème en quelques semaines. Eh ben non. Eh ben non, et les historiens militaires savent que, évidemment, quand on regarde les choses dans le détail, l'évidence était exactement le contraire, c'est que les armées israéliennes allaient faire une bouchée de ces armées arabes. Mais pour la presse internationale de cette époque, et pour les concernés, ce n'était pas du tout le cas. Et d'ailleurs, les Israéliens se sont battus, eux-mêmes se pensaient invincibles, être en difficulté, alors qu'en réalité, si on le regarde avec une certaine précision et distance, la guerre de 1948, en fait, a été un rossage massif de ces armées arabes par les Israéliens. Le premier d'une longue lignée de... Et c'est là où le mythe de l'invincibilité israélienne commence. Mais complètement. Alors, complètement. Oui. Il va surtout éclater en 67, mais il commence là. Il commence là, absolument. Alors là, ça nous entraînerait sur un tout autre sujet qui commence à être analysé depuis quelques années par des historiens et des spécialistes militaires anglo-saxons.
qui analysent, ils sont très peu nombreux, mais il y en a quelques-uns qui ont écrit des bouquins fascinants sur pourquoi les armées arabes perdent les guerres. Ouais. Quels sont leurs problèmes et c'est pas forcément, enfin, c'est à la fois rigolo d'une certaine façon, mais en même temps, c'est des problèmes profonds qui sont des problèmes qui relèvent de la sociologie, de l'anthropologie, de la science politique. C'est des problèmes très profonds. Hein. Ils ont vraiment un mal fou à créer des armes modernes et efficaces. Un mal fou. C'est pas un hasard s'ils sont pris autant de branlées, hein, disons le mot. Hein. Parce Bon, que je cherchais tout à l'heure. parce que là, il faut être honnête, il y a un vrai problème, c'est qu'on se retrouve face à des armées qui ont du mal à se coordonner et face à une population qui est dans l'un des pires, et là, pour le coup, dans l'un des pires scénarios pour un attaquant, c'est quand tu es face à une population qui est dos, ce que Sun Tse appelle dos à la montagne ou dos à la rivière. Ouais. C'est-à-dire que tu Dos à les la obliges à se falaise. battre. Dos à la mer, en l'occurrence, oui. Tu les obliges à se battre. Ouais. Alors en plus, tu les attaques en front multiples par des armées qui, à la fois l'interopérabilité est quand même quelque chose de relativement qui est déjà poussée dans les armées occidentales, mais elle reste quand même balbutiante par rapport à ce qui se fait aujourd'hui. Mais là, tu as des problèmes de coordination énormes et surtout, tu l'as très bien dit, Pierrot, ils estiment que de toute façon, les autres ne se battront pas. On les foutra à la mer, point barre. J'ajoute Et qu'une ça ne va pas du tout tourner comme ça. Une grande partie des fantassins israéliens de cette époque-là, qui sont effectivement encore des armées de milices, des kibbutzim, des habitants des régions de Tel Aviv, moins ailleurs, mais enfin qui sont encore une population assez petite, ont vu quand même leur population grossir les années avant 1948 Oui. par l'arrivée massive, on peut appeler ça comme on veut, ce sont des réfugiés, si on veut, des survivants de la politique nazie en Europe de l'Est et qui finalement veulent pas trop rester dans des pays où, il faut quand même le dire, la population locale a un petit peu aidé les Allemands à faire leur horrible travail. Et ce sont des gens qui arrivent un peu énervés, quoi, et qui Oui, oui. n'acceptent pas du tout l'idée de repartir. Et donc, c'est pour ça, c'est ce qui explique aussi une guerre qui, en 1948, a été extrêmement cruelle avec des choses qui ne peuvent même pas se dire, hein, sur Internet, parce que Des deux côtés. Hein. Des deux côtés, c'est-à-dire que extrêmement dur. tu as eu, et une partie d'Israël, et tout comme une partie des Arabes, vont retrouver un mode d'attaque que tu vas revoir beaucoup plus tard, que tu as vu au 7 octobre. C'est ça. Et en réalité, tu as des multiplications de liquidations de villages de part et d'autre. Bon, pour les Palestiniens, c'est le massacre de Der Yassin qui est certainement le plus marquant. C'est-à-dire que on vise les civils sciemment, à l'oriental, homme, femme, enfant, des deux côtés. Et malheureusement, là, le ton va être donné. Le ton de ce que je te disais tout à l'heure, la vengeance. Et malheureusement, tu es face à des dirigeants israéliens de l'époque qui sont profondément des Européens, mais qui savent quand même qu'Israël est en terre arabe. Donc à un moment, il faudra trouver quelque chose. Mais je préfère le dire maintenant parce que ce qui va nous occuper pour l'actualité militaire, ça va être la disparition de cet état de fait. C'est ça. C'est-à-dire que, tu vois, par exemple, Ben Gourion est profondément un Européen intellectuellement, profondément. Il a une relation amicale, affective, admirative, structurante pour lui avec le général de Gaulle, par exemple. Mais, tout comme Dayan, qui, comme Laurent l'a très bien dit, est un homme même des guerres européennes. Même si Dayan est un sabra, hein, c'est-à-dire qu'il est né en Palestine. Oui. Même si Dayan est un sabra. Ou même comme Golda Meir juste après. Tu vois. Or, le problème, c'est que ils sont intellectuellement des Occidentaux, c'est très clair, cette génération-là, c'est très clair, mais ils savent qu'à un moment, il faudra trouver que Israël, comme Israël pour a vocation à rester, Israël est un État oriental. Cet état de fait, qui est très important pour la question militaire, il faut l'avoir en tête, car ça va disparaître. Là encore, ça va durer jusqu'aux années 80 à peu près.
Tout à fait. Alors, il y a une question que, Pierrot, tu n'as pas posée et qui mériterait de l'être, avant de poursuivre le reste du débat, mais pourquoi l'URSS, pourquoi Staline en 1948 soutient la création de l'État d'Israël? Et même le premier, l'URSS et les pays qui sont dominés par l'URSS à l'époque, hein, sont à la pointe du combat, enfin du combat de l'action dans les relations internationales, de l'action diplomatique et tout ça, en faveur de la création d'un État d'Israël. Pourquoi? D'une part parce que officiellement c'est pas des pays antisémites. Deuxièmement, parce que à l'époque, le communisme est encore très puissant dans les populations juives dans à peu près toute l'Europe. Et aux États-Unis. Et aux États-Unis. C'est vrai. Aujourd'hui, le judaïsme mondial, globalement, est plutôt passé à droite. Mais c'est la fin d'une tradition de 150 ans où le judaïsme était, le judaïsme laïque, hein, était très, très, très marqué à gauche. Moi, j'ai encore connu la fin de ça dans les années 70. Hein. Les milieux juifs étaient majoritairement, alors peut-être pas la bourgeoisie juive, mais là, je dirais juste du prolétariat jusqu'à la petite bourgeoisie, étaient majoritairement de gauche ou d'extrême gauche. Hein. C'est pas un hasard s'il y avait une plaisanterie qu'on racontait à propos de la Ligue communiste révolutionnaire, donc l'un des mouvements trotskistes français historiques, c'était pourquoi est-ce qu'on ne parle pas yiddish au bureau politique de la LCR? Réponse, parce que Daniel Ben Saïd ne comprend pas. C'était le seul qui était séfarade. Bon. Mais ça, il faut le savoir. Hein, c'est extrêmement important. Et puis aussi, le calcul de Staline, quand il soutient Israël à l'époque, il y a aussi un calcul géopolitique intéressant, plus subtil, c'est qu'à l'époque, les pays arabes sont majoritairement des pays, des monarchies qu'on peut qualifier de monarchies réactionnaires, de droite. Bon. L'Égypte, par exemple, en 1948, lors de la première guerre israélo-arabe, c'est encore l'Égypte du roi Farouk. Oui, c'est encore une monarchie. La Jordanie, c'est une monarchie. L'Irak, c'est encore une monarchie. Pas la Syrie, mais pas le Liban non plus. Mais bon, et quelque part, ce sont des pays qui sont des alliés fidèles des Américains, de l'Occident. Il y a déjà les accords qui durent depuis la fin des années 20, les grands accords plus ou moins secrets pétroliers entre les monarchies arabes et les pays anglo-saxons. Et quelque part, Staline, en soutenant Israël, il espère foutre le bordel, hein, tu me passeras l'expression, foutre le bordel au milieu de cette région du monde qui est dominée par les Occidentaux. Bon, et alors il va vraisemblablement changer d'avis, c'est l'hypothèse qui est avancée par certains, c'est qu'à la fin, au tout début des années 50 plutôt, il y a une visite officielle de Golda Meir, déjà qui est, je crois, à l'époque ministre des Affaires étrangères de Ben Gurion, dans le gouvernement Ben Gurion, et qui fait une visite officielle à Moscou pour rencontrer Staline. Et elle arrive à l'aéroport de Moscou et il y a tout le long de la route qui va de l'aéroport au centre-ville de Moscou, il y a des milliers de juifs soviétiques qui se sont rassemblés tout le long du passage du cortège de Golda Meir, du cortège officiel, qui sont rassemblés et qui acclament bruyamment Golda Meir en brandissant des drapeaux israéliens. Et il semblerait que Staline n'ait pas du tout apprécié ça. Qu'il n'ait pas du tout apprécié ça parce que pour lui, l'idée de double allégeance, parce qu'une grande partie de ces juifs qui brandissent des drapeaux israéliens brandissent également des drapeaux communistes, des drapeaux soviétiques. Bon. Mais pour Staline, l'idée de double allégeance, c'est hors de question. C'est inacceptable. Donc je sens que notre ami Pierre-Yves va ironiser. Non, mais si tu veux, voilà, enfin, c'était tenu, quoi. Le Vosges est un homme de principe.
Qu'est-ce qui pourrait mal se passer avec une double Enfin voilà, invasion? et donc c'est là qu'il s'est dit non, 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 hors de question Ouais. que ce genre de choses se produisent en URSS. Mais, mais tu vois, ce qui commence à ce moment-là, c'est aussi parce qu'il faut bien voir que là, ils se sont battus dos au mur. Il y a eu, pour être tout à fait précis d'un point de vue militaire, tu as eu des arrivées massives de matériel pour les soutenir, parce que tu as eu ceux qui allaient devenir, d'ailleurs la France, par exemple, vraiment les protecteurs d'Israël pour cette période-là ont eu peur, plus que la situation militaire ne l'exigeait. Hein. Mais tu vas avoir aussi tout le mythe qui va aller en plus avec le mythe du kibbutz, qui est le mythe du soldat à charrue. Très important pour voir la popularité d'Israël en Occident pendant toutes ces années-là. Absolument. C'est-à-dire que ces hommes-là se battent pour la terre. Alors, il y a ça, et j'ajouterais aussi, si je me permets cette parenthèse, il y a le mythe du soldat à charrue, et puis aussi, dans beaucoup de pays occidentaux, et dans les milieux de gauche, au sens large du mot, hein, il y a l'idée de, on soutient Israël dans ces premières années-là, parce que Israël, c'est le seul pays progressiste de la région. Face à des monarchies théocratiques. Voilà. Une idée qu'on retrouve encore maintenant sous des formes légèrement différentes. Sous une forme autre, mais cette idée existe déjà. Et malheureusement, je te le dis tout de suite, nous aurons l'occasion d'en reparler dans le débat. Cette idée, en fait, va faire énormément de mal à Israël. Oui, d'autant que cette idée se base, alors là, je vais peut-être être audacieux, mais beaucoup de ces Israéliens d'origine d'Europe de l'Est, Bulgarie, Roumanie, Pologne, Allemagne aussi, Angleterre aussi, mais beaucoup viennent d'Europe de l'Est, ont pris avec eux, malheureusement, un des maux, un des problèmes qu'a l'Europe de l'Est, surtout à cette période-là, ce sont des cultures profondément racistes et profondément, violemment racistes les unes envers les autres. C'est-à-dire que quand tu vois les rapports dans des années 20-30, donc ceux qu'on connu dans leur jeunesse, ces Israéliens de la fin des années 40, début des années 50, ce sont quand même des pays où on a allègrement des Ukrainiens et des Polonais qui se massacrent les uns les autres, et des populations juives entre les deux qui se font massacrer par tout le monde. C'est terrible, hein, c'est ce qui s'est passé dans ces périodes. Et les générations qui les ont précédées, leurs parents et leurs grands-parents, ont connu, effectivement, tu en avais fait allusion, les pogroms, mais pas que des pogroms du tsarisme, des pogroms aussi, parfois de l'Autriche-Hongrie, moins, mais aussi même si on ne peut pas appeler ça des pogroms, mais même l'animosité de villages, entre villages, qui ne sont pas de la même confession, pas la même ethnie. Oh ben oui, il y a la haine de tous les violente. nationalismes entre eux dans la région. Regarde les Hongrois et les Roumains, Voilà. les Hongrois et les Slovaques, les Ukrainiens et les Polonais. Parce que ça, on l'oublie aujourd'hui, hein, au moment de la guerre en Ukraine, on oublie de rappeler que les nationalistes polonais, les nationalistes ukrainiens se sont fait la guerre. Je veux dire, même en pleine Seconde Guerre mondiale, il y avait des maquis ukrainiens anti-nazis, hein, et anticommunistes, qui étaient les deux à la fois. Il y avait des Ukrainiens pro-nazis, des Ukrainiens anti-nazis et anti-soviétiques, et des Ukrainiens pro-soviétiques. Il y avait de tout dans les maquis ukrainiens. Mais il y avait dans les maquis ukrainiens anti-allemands et anticommunistes, ils étaient également anti-polonais. Et en pleine Seconde Guerre mondiale, alors que tout le monde combattait les Allemands, ils ont attaqué et brûlé et massacré des villages polonais. Et le contraire aussi, d'ailleurs. Bon. C'était je crois que c'est important. Mais tu ne crois pas si bien dire, Pierrot, parce que ça va enquiller quelque chose immédiatement. C'est qu'ils vont amener ça avec eux. Mais le problème, c'est que cette résistance d'Israël donne le coup d'envoi à quoi? Au transfert progressif des Juifs orientaux vers le nouvel État, qui vont quitter de manière fulgurante, atroce, la plupart des États arabes. C'est très simple. Où est-ce qu'il n'y a pas eu de politique massive de haine des Juifs orientaux? Il y en a eu relativement peu au Maroc grâce à la protection du roi. Il y en a eu peu au Liban et il y en a eu peu en Iran.
Et en Algérie, bien sûr, Algérie française encore à cette époque-là. En Algérie française, mais dans l'Algérie après, je peux t'assurer Ah bah que oui, là, ils je sont rappelle que partis. Oui, mais enfin, dans l'Algérie française, dans l'Algérie vichiste, il y avait toute une partie du mouvement Pied Noir qui était profondément vichiste et antisémite. Oui, oui, Ah oui, ouais, oui, c'est oui. vrai. Ça, C'est très faut pas juste. l'oublier non C'est plus. C'est vrai. très juste. Mais dans une partie, par exemple, de l'OAS, tu auras une inclinaison juive séfarade très poussée. Bon, quelqu'un, tout le monde le sait, parce que c'est l'exemple qui est classiquement donné, dans la famille, par exemple, de quelqu'un comme Enrico Macias, par exemple. Enfin, tu vois, si tu veux, parce que tu auras beaucoup de juifs français qui sont juifs par le décret Crémieux, qui vont être foncièrement attachés à l'Algérie française de peur de pratiques anti-juifs orientaux qui ont été toute leur histoire. Quand on lit Georges Bensoussan, on voit à quel point tu as de la souffrance des juifs orientaux depuis des décennies, des siècles, parce qu'ils ont été écrasés, écrasés et réécrasés. Et donc, quand il voit la naissance d'Israël, il dit l'État est viable, la preuve, il les a battus, on y va. Or, le problème, c'est que ça, et dès le début, ça va naître, c'est que progressivement, tu as tous les Juifs orientaux qui arrivent. Or, malheureusement, ils sont pas, enfin, comment dire, ils sont les bienvenus, bien sûr, mais c'est les premiers problèmes de cohabitation vont commencer à se poser entre les Juifs qui, eux, ont toujours été là, parce qu'il y a eu toujours des Juifs dans la terre de Palestine, y compris sous mandat ottoman, on le disait très bien, qui déjà ont dû prendre l'arrivée massive de juifs européens, et d'un seul coup arrivent des juifs orientaux, et après ça va encore s'amplifier avec l'arrivée beaucoup plus tardive des juifs russes, hein, après la chute de l'Union soviétique. Or, le problème, c'est que ces différentes strates vont comment dire, devoir trouver des points de tension, parce qu'elles ont des tensions internes fortes, et elles vont trouver une extériorité à cette tension, ça Mark Weizmann l'écrit très bien, vis-à-vis, si vous voulez, ils vont vraiment faire de la menace palestinienne un socle. C'est-à-dire qu'en réalité, là où tu as une identité, Arafat le dit très bien, qui est profondément arabe, ce qui va faire la différence de l'identité d'arabe de Palestine et de palestinien, c'est l'adversité vis-à-vis de l'État d'Israël. Arafat le dit à plusieurs reprises, Ouais. et il n'a pas tort. Mais l'inverse est vrai. Et tu vois, c'est là où ça commence. C'est-à-dire que a-t-on un sentiment d'unité israélienne en dehors de la question arabe? La question se pose à partir de ces années-là. Ouais. Et en parallèle, parce qu'à à ce moment-là où se réveille en fait une forme d'anti-judaïsme ancestral qui existe dans le monde islamique, Bien qui, sûr. lorsque les communautés juives sont en minorité au sein de, que ce soit au Maroc ou en Yémen ou en Irak, etc., bon, c'est tout à fait géré avec, je dirais pas intelligence, mais en tout cas c'est géré. Là, depuis la création d'Israël, effectivement, et c'est ce qui fait que beaucoup ont dû détaler très très vite de ces pays, se réveillent et est utilisé. Alors à ce moment-là, dans des pays, effectivement, et c'est très juste de le dire, ce sont des monarchies plutôt autoritaires qui sont loin d'être, c'est loin d'être Al-Qaïda, les frères musulmans, ou ce qu'on verra à partir des années 80-90 avec la République Bien islamique sûr. iranienne. Mais on voit le réveil de quelques sourates du Coran qui vont être utilisées, d'abord par les monarchies, par les rois, et puis ensuite, plus tard par les imams, mais aussi des hadiths qui sont extrêmement brutaux, parce qu'en fait, dans ce corpus, on peut dire tout et son contraire en fonction de ce que décide le dirigeant. Mais pendant les siècles précédents, il y avait une hostilité envers les Juifs qui était retenue et gérée. Je ne dis pas que c'est bien, mais à partir de la création d'État d'Israël et comment ce parallèle euh, assez odieux finalement et le renouveau d'un anti-judaïsme extrêmement, en Oui. tout cas vociféral et brutal, et qui, encore une fois, jusque dans les années 80, reste en arrière-fond. Mais l'OLP, on en parlera, est en fait à une obédience plutôt laïque. Ce n'est pas le cas du Hamas, ce n'est pas le cas de d'autres forces qui émergeront à Oui, partir des alors, années il 80. faut rappeler plusieurs choses là, sur tout ce que tu viens de dire, Pierrot. Il faut rappeler plusieurs choses. Alors déjà, petit détail, il
faut jamais oublier qu'une grande partie des dirigeants historiques de l'OLP étaient des chrétiens. Oui, c'est vrai. Oui. Des chrétiens d'Orient, tout simplement, des chrétiens de Palestine qui sont là depuis, même avant les croisades, hein, parce qu'il ne faut pas oublier quand même que le christianisme, il est né là-bas aussi. Hein. Antérieur à l'islam, oui, oui. Bon, il est antérieur à l'islam. Bon. Alors, dans le monde arabe, la situation dans le monde arabe en particulier, le musulman en général, mais surtout le monde arabe, le statut des juifs a toujours été bizarre, parce qu'à la fois, ils étaient opprimés, c'était des dhimmis, hein, comme on dit, mais à cet égard, ils ne l'étaient pas plus ni moins que les chrétiens. Hein. Oui, tout à fait. Bon. Le statut d'Imi est violent. Hein. Voilà, et ce sont des dhimmis, ils sont victimes de temps à autre de pogroms, etc., etc., parce qu'une grande tradition des monarques, des princes, des émirs, des ceci, cela du monde arabe à travers les siècles, c'est quand ils ont trop de problèmes politiques internes, très rapidement, ils lâchent le petit peuple, ils détournent la colère du petit peuple sur les juifs. Et hein, pas qu'au Moyen-Orient. Voilà, c'est l'exutoire et la solution de facilité. Hein. On lâche la rue arabe contre les quartiers juifs. Bon. Mais à la fois, il y a cette oppression, ce danger et tout ça qui est réel, mais en même temps, dans ces pays arabes, les juifs sont intégrés en même temps, tu vois, dans la civilisation locale à un point qu'on n'imagine pas. Au niveau du vêtement, de la langue parlée au quotidien et tout ça, ce sont des Arabes. Même Zemmour l'a rappelé. Oui, c'est vrai. Même Zemmour l'a rappelé. Ils sont complètement arabes. Alors, en Algérie, moins, parce qu'effectivement, le décret Crémieux qu'a évoqué Pierre-Yves il y a un instant fera que, à la fin du 19e siècle, les Juifs d'Algérie bénéficieront de la nationalité française, au contraire des musulmans. Mais je vois par exemple au Maroc et en Tunisie qui conservent, même sous protectorat français, qui conservent au moins théoriquement leurs dirigeants locaux, le roi, enfin le sultan au Maroc et puis le bey en Tunisie, qui sont en quelque sorte des doubles pouvoirs avec le colonisateur français. Ils n'en bénéficient pas du décret Crémieux. Hein. Ils sont profondément arabes. Hein. C'est pour ça que les juifs algériens iront assez rapidement en Israël, mais que les juifs marocains et encore plus les juifs tunisiens attendront souvent la fin des années 60, c'est-à-dire très tard, pour aller en Israël. Avant, ils n'ont aucune raison. Ils se sentent tunisiens, ils se sentent chez eux et tout ça. Bon, à certains égards, c'est un petit peu la même chose en Russie. Je dis bien en Russie. Moins en Ukraine, en Pologne et tout ça, même quand ces deux pays appartiennent à l'Empire tsariste, parce que les Juifs ont un statut à part. En Ukraine, Biélorussie, Pologne et Pays-Baltes, ils ont un statut à part. En Roumanie aussi, il y a eu des pogroms anti-juifs en Roumanie terribles, hein, à plusieurs reprises. Mais en Russie, moins, ils se sentent souvent vraiment très russes. Même s'il y a des pogroms, même s'il y a des ceci, cela, ils se sentent profondément russes. Et d'ailleurs, les juifs russes font leur service militaire dans l'armée russe. Donc, c'est un petit peu comparable, toutes choses étant égales par ailleurs. Hein.